Mi-2013, toutes les conditions d'une reprise étaient pourtant réunies. Le Sud semblait toucher un point bas, l'Allemagne semblait en passe de rallumer sa demande intérieure, les États-Unis s'affirmaient comme le moteur du monde, les conditions de financement étaient historiquement favorables, les entreprises comme les ménages étaient entrés dans une logique de reconstitution des parcs d'équipements et de biens durables et toutes les enquêtes industrielles de tous les pays développés étaient orientées à la hausse. Les gouvernements semblaient de surcroît lâcher du lest en matière de rigorisme budgétaire. Mi-2014, néanmoins, le processus est enrayé, l'Europe stagne, menaçant la dynamique de reprise mondiale, tandis que l'emploi recule à nouveau. Comment en est-on arrivé là ? D'abord parce que le régime d'inflation zéro dans lequel sont piégés les pays de la zone euro, mais aussi d'autres pays développés, est le révélateur d'une concurrence exacerbée par les coûts. Partout, que ce soit du côté des entreprises ou des États, cette logique généralisée de rationalisation, de stagnation des salaires, de pression sur les prix des fournisseurs, mine la demande intérieure et conduit au report des projets d'investissement. Résultat, toutes les régions du monde s'engagent aujourd'hui dans des stratégies néo-mercantilistes, cherchant à bâtir leur croissance en siphonnant la demande intérieure des autres pays. Un jeu dans lequel il peut y avoir des gagnants et des perdants à court terme, mais qui inhibe la diffusion positive des reprises à travers le monde. La deuxième cause profonde de ce raté, c'est que sur aucun segment du marché du travail, l'économie européenne ne se rapproche du plein emploi. Même sur les plus diplômés, le taux de chômage voisine 7,5%. Et si l'on ajoute les phénomènes de déqualification dans l'emploi et la proportion des travailleurs à temps partiel involontaire qui souhaiteraient travailler plus, les files d'attente à tous les niveaux de qualification sont telles qu'aucune dynamique positive de salaire ne peut s'enclencher. Même pour les pays en proue de la reprise, l'Allemagne, les États-Unis ou le Royaume-Uni, la proximité apparente du plein emploi, avec des taux de chômage de 5 à 6%, ne crée aucun goulot d'étranglement, tant ces pays sont dans un pseudo-plein emploi en ayant multiplié les petits jobs. La troisième cause de la panne européenne qui menace de pénaliser la dynamique de reprise mondiale, ce sont nos déficits. Non pas nos déficits financiers, mais nos déficits intellectuels, pour bâtir un logiciel d'action anti-crise et anti-déflation. Les menus de réforme que proposent les experts, année après année, rivalisent en conformisme. Les cahiers de route proposés en 2014 sont calqués sur ceux de 2007, eux-mêmes calqués sur ceux de 2000. Rien ne change. La voiture est embourbée jusqu'aux essieux, mais nos experts ressortent la liste du dernier contrôle technique. Ils se comportent comme si la crise était la résultante de la somme des erreurs individuelles des différents pays. Dans leur monde idéal, puisque la BCE fait maintenant son job avec le quantitative easing, il ne reste plus qu'à démultiplier les clones de Mario Monti au niveau de chaque État européen, équipés du même logiciel de réforme conformiste. Et au final, le quantitative easing évite tout juste à nos pyramides de Ponzi financières et immobilières de s'effondrer, sans provoquer le moindre souffle d'inflation dans nos économies, tandis que la démultiplication des Mario Monti instille toujours plus de déflation, démontrant jour après jour que les réformes structurelles ne sont bonnes ni en tout temps, ni en toutes circonstances. Pendant ce temps, les problèmes de coordination, de déflation, de divergence réelle, de répartition qui sont au cœur du désastre restent abordés comme des enjeux de second plan, quand il n'y a pas dénégation pure et simple du problème.